Joueurs et joueuses, bonjour, aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où tu as décidé de te mettre un gros coup de pied au cul et d'enfin t'attaquer à la vidéo sur Xenoblade Chronicles Cross? Oui. Je suis jaloux de nos grands-parents, ou des grands-parents de nos grands-parents. Eux ne vivaient pas dans un monde où tout était déjà connu. Les continents n'avaient pas tous été défrichés, des peuples, des races d'animaux pouvaient être découverts chaque jour. Aujourd'hui, en 2026, ça n'est plus la même chose. On a l'impression qu'on n'a plus rien à découvrir. Attention, quand je dis ça, je parle de géographie, je ne parle pas de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, je parle de notre Terre. À la surface du globe, tout est connu, tout a été visité. On peut même tout voir depuis le confort de son bureau en zoomant sur Google Maps. On a tous tant à apprendre, mais on n'a plus rien à trouver. On vit dans un monde connu dont on a déjà fait le tour. Quelle tristesse! Mais c'est là qu'arrivent les jeux vidéo, et en particulier des jeux comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Xenoblade Chronicles Cross. Vous avez toujours voulu être un colon qui est le premier à fouler du pied une terre vierge? Vous voulez être un pionnier? Xenoblade Cross va vous donner la possibilité d'assoiffer vos envies d'exploration. Je ne suis pas en train de vous dire que Xenoblade Cross est le premier jeu à proposer cela. Par contre, c'est un de ses meilleurs représentants. Un monde riche, passionnant et mystérieux vous attend, Mira. Une planète qui est plus qu'un simple caillou qui va vous servir de terrain de jeu. Ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est que Mira, c'est un personnage à part entière. La pièce maîtresse de cette œuvre, et je vais tout vous dire après le générique. Je suis un peu le cul entre deux chaises avec cette vidéo. Je suis partagé entre faire une critique classique du jeu qui permettra de vous expliquer les bases, de vous donner mon ressenti sur le dernier Xeno, qui n'a pas encore eu de critique sur la chaîne, et de l'autre, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Explorer, moi aussi, de nouveaux horizons. Au final, je crois que je vais faire quelque chose d'un peu bâtard, à la limite entre les deux. Je vais essayer des trucs, mais dans un cadre déjà connu. Et je vais commencer par vous parler du jeu. Notez bien que je vais traiter à présent de Xenoblade Chronicles Cross, le jeu dans son ensemble. Est-ce que le remaster est mieux que l'original? Ce n'est pas une question qui m'intéresse aujourd'hui. Même si la réponse est évidemment oui. Et qu'on le mentionnera quand même rapidement. Par contre, je vais m'intéresser à tout ce que Cross a proposé, ce qui inclura notamment les ajouts de la version définitive. Xenoblade Cross, c'est une anomalie au sein de la série qu'il a vu naître, mais en tant que RPG japonais tout court. Petite remise dans le contexte, la série Xeno est indissociable de son créateur, Tetsuya Takahashi, dont je ne dresserai pas aujourd'hui la biographie complète, mais on lui doit des titres comme Xenogears en 1998, Dont on parlera un jour sur la chaîne. et les Xenosaga de 2002 à 2006. Dont on parlera un jour sur la chaîne. Des RPG qui n'ont jamais connu le succès qu'ils méritaient, la faute très certainement à son créateur, puisque ses premières réalisations étaient des œuvres sans compromis, où sa vision primait avant tout le reste. Takahashi commence sa carrière en bossant chez Falcom, il débarque ensuite chez Squaresoft, et suite au semi-échec de Xenogears, il se barre avec une poignée de collègues et fonde le studio Monolith Soft en 1999. De sa création à 2007, Monolith est dépendant de Bandai Namco, mais à partir de 2002, suite au départ de l'ancien patron, Masaya Nakamura, qui était un énorme soutien pour Takahashi, les relations commencent à se détériorer. Coup de bol, Takahashi fait la rencontre de Shinji Atano, un exécutif de chez Nintendo qui les invite à se rapprocher d'eux. En 2007, Nintendo rachète une grosse partie des parts de Bandai Namco dans la société. Monolith appartient donc à 80% à Nintendo, mais Bandai Namco garde tout de même 16%. En 2011, Nintendo rachète l'intégralité des parts de Bandai Namco, faisant grimper sa participation au capital de la société à 96%, et en décembre 2024, elle rachète les 4% restants. Tu n'étais pas censé ne pas nous faire la biographie? Ah non mais là c'est la version express hein. D'ailleurs pourquoi je vous dis tout ça? Oui, on se demande. Eh bien parce que tant que Takahashi bossait sur ses précédentes œuvres, il faisait un peu comme il voulait. Il y avait ce que le jeu avait à raconter au centre, et il ajoutait un peu ce qu'il
pouvait autour pour que ça ressemble à un RPG au final. Avec Nintendo, ça ne fonctionne pas pareil et on lui fait comprendre que la forme a autant d'importance que le fond. Et c'est peut-être le coup de pied au cul dont il avait besoin. Les fans de la première heure pourront regretter qu'avec la série Xenoblade, on perd une partie de ce qui faisait le charme de ces œuvres de jeunesse. Enfin, jeunesse, il faut le dire vite, il avait déjà la trentaine à la sortie de Xenogears. Mais puisque ça lui permet d'arriver à sortir des jeux qui sont enfin des succès commerciaux, c'est bien un moindre mal. C'est vraiment la version courte que je vous fais là. Je passe sous le tapis le fait que l'absence de sa femme, Kaori Tanaka, au scénario a eu une influence sur le côté plus mainstream des Xenoblade. Je vais zapper ici Xenoblade Chronicles, qui est la première pierre angulaire de cette nouvelle épopée que sont les Xenoblade, pour passer directement au 23 janvier 2013. La Wii U est sortie depuis à peine 2 mois quand un Nintendo Direct nous propose les premières images d'une nouvelle création du studio Monolith Soft, simplement nommée X, dans une police qui n'est pas loin de rappeler l'écran titre de Xenogears. Il se fait un petit peu attendre le petit père, puisque si la sortie est initialement prévue pour 2014, ça n'est finalement qu'en avril 2015 au Japon, et décembre de la même année dans le reste du monde, que les joueurs peuvent mettre la main dessus. Et là, c'est la douche froide. Xenogears, c'était de la SF avec de la philosophie, de la psychologie, de la théologie. Et des mechas. Xenosaga, c'était encore plus de SF, un peu moins de philosophie et de psychologie, mais toujours cette théologie passionnante. Et des mechas. Xenoblade, c'était une aventure passionnante, pleine de SF, des questions intéressantes, un peu de shonen. Et des mechas. Même si dans Xenoblade, on se limite à les affronter. Bref, on était galvanisés depuis 17 ans par des œuvres incroyables, des RPG qui ne nous prenaient pas pour des débiles et nous offraient ce qu'on ne retrouvait dans quasiment aucune autre œuvre vidéoludique. Et Xenoblade Cross est arrivé. Cross, c'est très loin d'être un mauvais jeu. Manette en main, c'est un plaisir. Et en soi, le scénario n'est pas mauvais, c'est juste que, pour la version de 2015, on reste sur notre faim. Il y a trop de questions qui sont sans réponse. Et l'aventure est loin d'être sans défaut. Dans l'absolu, et si je veux être quelque peu moqueur, je dirais qu'on est face à une œuvre de Tetsuya Takahashi. Xenogears, c'est l'épisode 5 d'une saga dont on n'a jamais eu les autres opus. Xenosaga, c'est la relecture de cette même saga dont on n'a que le premier opus. Donc, se retrouver avec des gros vides et une envie insatiable d'en savoir plus à la fin de Cross, on ne peut pas dire qu'on est étonné. Que je suis taquin. Oui, c'est ça. Mais les défauts et les trous dans le scénario de Cross, c'est avant tout une preuve du travail de boucher qu'a dû subir le titre entre le lancement de son développement et sa sortie. Un paradis pour les joueurs, mais un enfer pour les créateurs. Voilà comment Satoru Iwata synthétise la pensée de l'équipe de développement, qui a dû passer du très grand mais linéaire Xenoblade Chronicles à l'encore plus grand et très ouvert Xenoblade Chronicles Cross. Déjà, il faut que je parle du scénario. Et je vais pas le raconter maintenant, puisque vous comprenez bien que, pour le moment, on parle du développement du titre. À la base, on a évidemment Takahashi qui est crédité comme concepteur de Xenocross. Concepteur, ça pourrait laisser croire qu'il a écrit un synopsis rapide et qu'il a laissé les scénaristes se débrouiller avec le reste, mais pas du tout. Takahashi a écrit des pages et des pages entières, à tel point que Ko Kojima, réalisateur sur le titre, lui suggère l'idée de publier le scénario sous forme de roman. Dommage que ça n'ait pas été réalisé, j'aurais beaucoup aimé savoir à quoi ressemblait cette première version du script. Celle avant qu'il ne se fasse charcuter. Oui, alors charcuter est peut-être un grand mot, mais il y a forcément des différences entre le scénario de base et puis l'histoire finale. C'est une partie des histoires qu'il a écrites qui ont été sélectionnées et transformées en scénario. Ils sont 3 pour s'occuper de cette tâche, principalement Yuichiro Takeda et Kazuo Yoodo, aidés par Mamoru Ota. Les 2 premiers sont crédités au même poste sur Xenoblade 2 et 3, tandis que Mamoru Ota travaille sur le scénario du 2 et les cinématiques du 3. Et outre la réécriture du scénario, cela gère également les quêtes. Une tâche qu'il réalise sans trop de contraintes, puisque lorsque Kazuo Yoodo demande combien de personnages il peut ajouter, on lui répond « autant que tu veux ». Et quand je parle de réécriture, ils ne font pas les choses à moitié. Si réaliser un RPG en monde ouvert n'était déjà pas un chantier suffisamment compliqué comme ça, au milieu du développement, ils se sont dit que ce serait une bonne idée d'ajouter une composante jeu en ligne à leur bébé. Et donc là,
obligé de tout revoir, le héros ou héroïne, dont il ne reste que quelques dessins préparatoires qui devaient être au centre de l'intrigue, est tout simplement gommé et remplacé par un avatar. C'est assez bizarre parce qu'au final ils ont ajouté du online, mais pas complètement non plus. La raison est donnée par Genki Yokota, qui fait office de réalisateur du jeu côté Nintendo. Il voulait que les joueurs se sentent connectés, mais en même temps il savait que certains joueurs avaient peur de communiquer entre eux. En gros, il ne voulait pas qu'on puisse aller insulter les grosses daronnes des autres joueurs. C'est une façon de le dire. Et au final, on se retrouve avec un système assez souple où les joueurs peuvent s'entraider à travers des missions. On est presque plus à la manière d'un Journey où on sent la présence des autres joueurs que sur un Among Us où les participants passent leur temps à discuter. Ceci étant, je vous dis ça, mais j'ai très peu joué avec le online. J'ai dû essayer vite fait à l'époque de la Wii U, et pour la version Switch, étant donné que je n'ai pas d'abonnement Nintendo Switch Online, ça n'était même pas la peine de lancer le menu. Et c'est pas grave en vrai, parce que le multi, je m'en fous. Certes, ça permet de gagner plus facilement de l'argent, de l'XP ou des objets, mais ça ne m'intéresse pas. Néanmoins, au final, pour des joueurs comme moi, c'est la double peine, puisque d'une part, c'est une partie du contenu qui n'est pas accessible, mais surtout, d'autre part, je ne suis pas certain qu'on ait gagné au change, puisque tout ça, ça a été fait en sacrifiant une partie du scénario. C'est amusant de relire les entretiens accordés par l'équipe lors des Iwata Asks qui avaient été mis en ligne en 2015. On sent une façon de faire très à la Nintendo, avec une approche du jeu en ligne qui se fait à tâtons. Kojima disait par exemple « C'est désagréable de rencontrer des joueurs malveillants en ligne, mais d'un autre côté, il est parfois trop compliqué de communiquer avec des joueurs bien intentionnés. » Ce à quoi Iwata répondait « Même si le joueur est bien intentionné, son comportement peut paraître intrusif. Chaque joueur a une perception différente de la manière dont il souhaite interagir avec les autres. Je ne vais pas vous faire l'intégralité du développement, mais vu que j'ai commencé à parler des créateurs, il faut que je parle un peu de la musique et des illustrations. Et je vais commencer par la bande-son. Ah ouais, la musique de la ville la nuit, elle est trop nulle. Ferme ta gueule. Quoi? Tu aimes bien la musique de la ville la nuit? Non, pas particulièrement, mais j'en ai marre d'entendre l'OST de Xenoblade, la musique de la nuit, elle est trop nulle. La musique de la nuit, la ville, quelle horreur. On parle de la musique de Xenoblade, oh, franchement, la musique de la ville, la nuit... Stop. Il y a 55 morceaux dans l'OST de Xenocross et on ne retient que celui qui n'est pas bon. Et je vous le dis franchement, j'adore l'OST de Xenoblade Chronicles Cross. On la doit à Hiroyuki Sawano, qui est un compositeur japonais qu'on retrouve sur beaucoup de musiques d'animé, de jeux vidéo et de drama. Et pour le moment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je dis pour le moment parce qu'il a beaucoup de tics de composition et il a du mal à se renouveler d'un projet à l'autre. Donc peut-être qu'un jour je me lasserai. Mais en attendant, j'adore son travail sur l'attaque des titans et Kill la Kill, et on le retrouve également sur Gundam Unicorn, Blue Exorcist, Seven Deadly Sins, Solo Leveling et j'en passe. La bande-son de Xenocross est variée, avec des morceaux calmes qui illustrent les passages intimistes de l'histoire, des morceaux nerveux qui accompagnent les affrontements. Sawano aimant s'entourer des mêmes artistes, on retrouve toujours des similitudes entre ses travaux, mais sa grande force, évidemment, c'est tout ce qui touche aux thèmes épiques. Et avec cette histoire d'humanité qui monte dans un vaisseau pour échapper à une menace extraterrestre, on est dans la pure SF et les compositions de Sawano sont parfaites pour ça. Au moment de la sortie de l'original en 2015, on n'avait évidemment pas le recul. On avait eu Xenoblade avec Ace, Shimomura et Mitsuda, puis Cross avec Sawano, point barre. À présent que les 3 opus numérotés de Blade sont disponibles et qu'ils ont une ambiance musicale bien à eux, avec toujours Ace et Mitsuda au centre et d'autres compositeurs autour, le côté très tranché du travail de Sawano sur Cross ressort encore mieux.
Au niveau des illustrations, ils sont plusieurs à avoir participé. On retient surtout Kunihiko Tanaka qui fait office de character designer, mais il ne fait pas tout seul. Kunihiko Tanaka, c'est un collaborateur de longue date de Takahashi, puisqu'il signait déjà les illustrations des personnages de Xenogears et Xenosaga, et les deux se sont rencontrés bien avant, puisqu'à la fin des années 80, ils étaient tous les deux au générique de Ys 3 Wanderers from Ys et Dragon Slayer The Legend of Heroes chez Falcom. Tanaka n'a pas tout fait tout seul et on retrouve au générique des artistes comme Yoko Tsukamoto ou Takashi Kojo qui signent des illustrations magnifiques. Leurs créations sont souvent utilisées pour la promotion et ça a un côté vieux film de SF, voire même, et l'affiliation n'est pas anodine, ça fait beaucoup penser à du Phantasy Star. On pourra mentionner également Lai Takazama qui a bossé sur les races extraterrestres et les formes de vie primitives, Takayuki Yanase à qui on doit les différents Skells, autrement dit les mechas que l'on pourra piloter durant l'aventure, et on retrouve plusieurs artistes qui ont bossé autant sur les mechas que les ennemis, comme Koichi Mugitani ou Yasushi Suzuki. Cette vidéo a déjà commencé depuis un bon bout de temps et je n'ai encore rien dit sur le jeu, donc il serait peut-être temps de se lancer dedans, vous ne croyez pas ? Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Nous sommes en 2054. Dans l'espace, juste au-dessus de la tête de l'humanité, deux races extraterrestres sont en train de se taper sur le coin de la gueule. Le problème étant que de ce conflit, c'est notre planète bleue qui risque bien d'en faire les frais et de disparaître prochainement. Ce qui rappelle très grosso modo le pitch de base de H2G2, le guide du voyageur galactique, dans lequel la Terre est sur le point de se faire détruire parce que des extraterrestres veulent construire une autoroute et qu'elle est sur le trajet. Je ne dis pas que Tetsuya Takahashi a repiqué l'idée à Douglas Adams, mais je pose ça là. Et pour la team premier degré, c'est une blague évidemment. La seule solution, réunir ce qu'il reste de l'humanité et les faire voyager dans des arches capables de réaliser des voyages interplanétaires. Le scénario va se focaliser sur la Grande Blanche, la White Whale en version anglaise, très certainement une référence à Moby Dick, appuyée par le fait que les extraterrestres qui se fritent au-dessus de la Terre vont poursuivre sans relâche le reste de l'humanité qui se cache dans cette baleine mécanique. L'aventure commence après que vous ayez fini de créer votre avatar. Je m'étais lancé à la base dans un sosie daily de Xenogears, et puis comme j'en ai eu marre au bout d'un moment, je me suis arrêté quand j'étais content du résultat. Bref, vous êtes mort, quand soudain vous voyez une grande lumière blanche et vous êtes accueilli par un ange. Sauf que non, vous sortez d'une capsule de secours et que l'ange en question est armé jusqu'aux dents. En même temps, il faut dire que la planète sur laquelle vous avez débarqué est quelque peu hostile. Une planète inconnue qui a été nommée Mira, la merveille en latin, une référence à une véritable étoile de notre monde que l'on retrouve dans la constellation de la baleine, telle qu'ici représentée par Johannes Hevelius en 1690 dans son Firmamentum Sobiescianum Sive Uranographia, et mon petit doigt me dit qu'il n'avait sans doute pas vu beaucoup de baleines de son vivant avant de dessiner celle-là. Donc, je disais, Elma, qui vous sort de votre sommeil, va vous mener jusqu'à New Los Angeles, une ville construite à partir des débris de la Grande Blanche et qui sert de base à ce qui reste de l'humanité. Pourquoi New Los Angeles ? Pourquoi un nom américain ? Je ne sais pas. Peut-être parce que les personnages débarquent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et que la première chose qu'ils vont faire, c'est s'accaparer toutes les richesses en exterminant tous ceux qui se pointent sur leur passage. Oui, oui Alma, je vais faire ça. On a encore bien défendu la liberté aujourd'hui. Non, mais je me moque. En vrai, si en disant colon et accaparation des terres, on pense en premier aux États-Unis, en vérité, soyons réalistes, c'est toute l'humanité qui agit comme ça. Le reste de l'aventure est divisé en 13 chapitres, 12 dans l'original, et un 13e est venu se greffer à cette nouvelle édition, mais ça on en reparlera plus tard. Le scénario va se centrer autour d'un petit groupe de personnages composé principalement de votre avatar, que tout le monde trouve super cool, super chouette, et on va lui confier des missions super importantes pour la survie de l'humanité, alors que, dans l'absolu, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Autant les autres protagonistes ont un background, on sait ce qu'ils ont fait avant de monter dans la Grande Blanche, autant en ce qui concerne l'avatar, c'est juste un gars ou une fille lambda qui enfile un flingue un jour, et il s'avère qu'il se débrouille bien.
Le côté page blanche de l'avatar, ça fonctionne à fond. Vous et vos compagnons faites partie du Blade, ou bataillon libre pour l'approvisionnement, la défense et l'exploration. À vos côtés, vous trouverez Elma, une guerrière de 29 ans à la peau mate, aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Avant la destruction de la Terre, elle était colonel dans l'armée de la Coalition. On sait que ce n'est pas elle qui aurait dû être l'héroïne dans la première version du jeu, quand celui-ci était pensé pour être joué uniquement en hors-ligne, mais honnêtement, une aventure basée sur le personnage d'Elma, ça n'aurait pas été de refus. Elle est calme et posée, toujours de bons conseils, et elle prend les bonnes décisions au bon moment. Elle me rappelle complètement le personnage de Scheherazade dans Trace in the Sky, à la différence près qu'Elma ne s'enquille pas des litres d'alcool une fois la nuit tombée. Autre personnage incontournable, c'est Lynn, un petit génie de la mécanique âgé d'à peine 13 ans, qui porte toujours une barrette à cheveux qui ressemble à s'y méprendre à la Monado du premier Xenoblade Chronicles. Hasard? Oui, enfin non. Enfin, ça n'est pas un hasard que Kunihiko Tanaka l'ait dessiné avec une barrette qui a cette forme, c'est un rappel au premier épisode. Par contre, dans l'univers du jeu, c'est un hasard qu'elle ait la même forme. Et évidemment, qui dit Lin dit Tatsu, le nopon que les héros sauveront en début d'aventure alors que le pauvre allait se faire dévorer par des envahisseurs extraterrestres. Tatsu est lui aussi âgé de 13 ans, ceci étant, les nopons ayant une espérance de vie considérable, certains ayant atteint les 240 ans, est-ce que ça fait de Tatsu un jeune enfant? Vu son intellect, ça ne serait qu'à moitié étonnant. Ah, c'est méchant ça. Enfin bref, les deux sont inséparables, même s'ils donnent l'impression de se détester, Lin ne pouvant s'empêcher de faire tourner Tatsu en bourrique en passant son temps à laisser sous-entendre qu'elle cherche comment le cuisiner. Référence évidente à l'épisode Comment servir l'homme, issu de la 3e saison de la 4e dimension. Mais non, pas du tout. Non, je sais, c'était juste pour le plaisir de pouvoir citer la 4e dimension dans une vidéo parce que j'adore cette série. Ça c'est le groupe de base et il y a tout un paquet de personnages jouables qui vont venir se greffer à votre groupe. Gwyn, Irina, Doug, Nagi, Elle, Lao, Celica, Alexa, Bose, Fry, HB, Hop, Mia, Lassiker, Fogg et Yelv. Dans la version définitive, 2 nouveaux personnages viennent se greffer, Neil Nail, Liesel, Gayarg et Al. Gayarg était déjà présent dans le jeu original, mais il n'était qu'un PNJ, et vu le côté badass du personnage, c'est une excellente idée de l'avoir ajouté au casting. Si Neil Nail n'était pas présente dans l'original, on trouvait déjà des traces de son design dans l'artbook Xenoblade Cross The Secret File Art of Mira, sorti en 2015, qui prouve qu'elle avait été envisagée dès le début. Ce qui par contre n'est pas le cas de Liesel, une pilote de scale badass, et je trouve que ça se voit dans son design qui fait beaucoup plus moderne que le reste. Enfin, reste Al, mais lui, on en reparlera plus tard. Et quant à mentionner les personnages notables, on pourra citer également ceux qui dirigent, Vandamme, le fils caché d'Astérix et d'Obélix, qui est le commandant en chef des armées, tandis que pour tout ce qui est politique et gestion de la vie quotidienne, c'est Maurice Chausson qui s'en charge. Maurice Chausson? Maurice Chausson. Maurice Chausson. Maurice Chausson. Je n'ai rien à ajouter. Moi non plus. Chausson quand même. Oui, je sais. C'est pas très... Non, c'est pas très... Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, rien. Chausson, quoi. Chausson. Dans un premier temps, vous allez devoir choisir un métier. Ça n'a pas grand intérêt du point de vue du scénario, ça en a plus au niveau du gameplay. Vous pouvez très bien choisir la première division qui vous passe sous le nez et la garder jusqu'à la fin de l'aventure, sans que ça ne vous pose problème. Vous pourrez choisir d'être Pathfinder, Interceptor, Harrier, Reclaimer, Curator, Prospector, Outfitter ou Mediator. En gros, certains vont taper, d'autres vont chercher des ressources, développer des armes, ou s'occuper de maintenir l'ordre dans la ville. Vous pouvez très bien appartenir à une division qui déglingue des ennemis le matin, et sur votre temps libre aller chercher à réconcilier 2 voisins qui se cherchent des poux à cause d'une clôture mal peinte. Évidemment, si l'humanité pensait être isolée sur la planète et qu'elle allait pouvoir piller les sols et massacrer la faune sans trop de problèmes, très rapidement, il va falloir se rendre à l'évidence, nos héros ne sont pas seuls. Ils vont croiser la route d'une race extraterrestre dont le nom, Ganglion, est aussi peu ragoûtant que leur apparence extérieure. Pour être précis, ces ganglions sont dégueulasses. Je prendrai, phrase que l'on n'a pas envie d'entendre dans la bouche de son médecin pour 200 points. Mais c'est surtout la race qui bosse pour eux, à savoir les Prones, qui a un design particulièrement répugnant. Et j'entends bien que le but est de provoquer chez nous un sentiment de dégoût envers cet antagoniste qui va avoir la bonne idée de se placer sur notre route tout au long de l'aventure, mais en même temps, entre la coupe mulet, les appendices à la Cthulhu et ses proportions disgracieuses, je suis désolé, j'aime beaucoup de choses dans le jeu, mais je trouve leur design excessivement raté.
Et vous aurez beau essayer de m'appâter en me mettant dans la face une guerrière calamar à gros seins, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Après, je vois très bien ce qu'ils ont voulu faire, hein. Les Prones et même toutes les races extraterrestres, ça s'inspire de toute la culture des pulps, les Amazing Stories, ce genre de choses, qui racontaient des aventures d'humains entrant en contact avec des races venues d'ailleurs. Les Manons en particulier sont symptomatiques, ils aiment la pizza et ils ne peuvent pas s'empêcher de parler avec un accent américain. N'importe quoi, la pizza c'est italien. Non mais bien sûr qu'à l'origine la pizza c'est italien, mais là, dans le jeu, vu le contexte, ça fait clairement référence à la version américaine de la pizza. D'ailleurs, le coup de l'accent américain, je trouve ça très con, parce qu'il est sous-entendu dans le jeu que c'est la planète qui fait office de traducteur automatique. À la planète Mira, c'est le plus beau ta gueule c'est magique qu'on peut croiser dans un jeu vidéo. Et donc si les Manons parlent avec un accent américain, ça veut dire que dans leur langue maternelle, ils ont également un accent américain. Et à ma connaissance, c'est la seule race qui est dans ce cas, et ça n'a aucun sens. Alors à toutes fins utiles, hein, il me semble que je n'ai pas croisé toutes les races dans ma partie sur Switch, donc je mets un petit bémol ici, hein, au cas où, peut-être que d'autres races ont un accent, mais il ne me semble pas. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds. Il est temps de parler du jeu. Alors je préciserai ici que je ne vais pas rentrer dans le détail du gameplay de cet épisode, et ce pour deux raisons. La première, c'est que j'ai plus envie de revenir sur mon expérience de jeu en général, et pas d'entrer dans le détail dans les différentes couches de gameplay de cet opus, surtout qu'il y en a un paquet. Et la seconde? La seconde, c'est que j'ai fini le jeu en juillet dernier et que je traîne depuis pour écrire cette vidéo. Donc il y a plein de choses que j'ai oubliées et je vais éviter de dire des conneries. Je vais quand même mentionner quelques éléments de gameplay ça et là, mais pour une fois, ce ne sera pas le cœur de la vidéo. Il y a pourtant des choses à dire, hein, ne serait-ce que sur le remaster qui sublime complètement l'expérience. J'ai déjà parlé de l'ajout de nouveaux personnages et du chapitre supplémentaire, je pourrais mentionner, ça va sans dire, les retouches graphiques avec notamment les visages des personnages principaux qui ont été largement retravaillés. C'était quand même assez anguleux à l'époque, là ça devient quand même beaucoup plus regardable. On avait eu le même cas avec Xenoblade premier du nom, et avec Cross c'est la même chose. Monolith Soft ne se moque pas de nous quand ils retouchent les graphismes de leur titre. Pour le reste, il n'y avait pas besoin de grand-chose, puisque déjà en 2015, le jeu était magnifique. À côté de ça, il y a beaucoup de petites retouches qui ne révolutionnent rien, mais rendent le jeu plus agréable. On retrouve des nouveaux mechas, le niveau maximum a été remonté, certaines couches de gameplay avec les niveaux des blades et les points de division ont été supprimés. La balle qui sert de GPS a été rendue plus lisible. Il y a plus d'emplacements de sauvegarde ainsi qu'une sauvegarde automatique. On peut changer l'équipe directement depuis le menu, on n'est plus obligé d'aller chercher le personnage que l'on veut en ville, etc. Et il y a un ajout qui est incroyablement pratique, c'est une jauge de recharge rapide pour réutiliser des techniques spéciales. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, dans les Xenoblade, les combats ont tendance à durer beaucoup trop longtemps. Oui, je sais ce que vous allez me dire, hein. Moi les combats je les finis en 3 tours, les ennemis je les défonce, blablabla. Ah si, on vous connaît, hein, vous faites blablabla. Alors oui, quand on a bien pensé le jeu et qu'on a accès à un large panel de compétences, on peut effectivement créer des builds qui offrent la possibilité de laminer les ennemis. Mais quand on commence, qu'on n'a que quelques heures au compteur, ou quand on rencontre de nouveaux adversaires, les affrontements peuvent durer plus que de raison. Donc, entre cette jauge de recharge qui permet de spammer les attaques, et le fait qu'un petit point d'exclamation apparaît à côté des techniques les plus à même de faire des dégâts, dans cette nouvelle version du jeu, on se retrouve avec des combats que l'on peut expédier beaucoup plus rapidement. Le truc cool c'est quand on commence à avoir des bonus qui se cumulent. Attaquer dans le dos, plus 50%, frapper au corps à corps, plus 50%, t'arrives dans le dos du mec, fais paf paf paf, en 3 coups c'est fini. Mais ça ne va fonctionner que sur certains types d'ennemis et pas tous non plus. Non mais il faut qu'on parle de ce qui fait l'attrait de ce Xenoblade Cross. J'ai envie de dire l'élément principal quelque part. L'avatar? Non. Elma? Non. Lynn? Mais non, enfin... Gros Minet? Non, quoi? Maurice Chausson? Non mais soyons sérieux 2 minutes. Non, je te parle de la planète, je te parle de Mira. Parce qu'en vrai, ce qui fait le sel du jeu, c'est la découverte de cette planète. 99% de l'intérêt du jeu, et ça a été scientifiquement prouvé, c'est l'exploration. Le scénario, ma foi, comme diraient les Québécois, c'est pas si pire. C'est décevant pour un Xeno, ça ne devient intéressant qu'à l'approche de la fin, mais on n'est pas là pour ça.
Le gameplay ça va, mais c'est pas non plus... y a de quoi faire, hein. C'est juste que ce n'est pas là que se porte mon intérêt. Et en vrai, c'est sans arrêt en train de souffler le chaud et le froid. Les combats sont longs, mais pour ceux qui aiment s'amuser avec les systèmes, il y a moyen de se faire plaisir. Xenocross a au moins le bon goût de ne jamais être frustrant. Vous mourrez fréquemment, mais vous repopez immédiatement sans avoir rien perdu. Vous tombez d'une falaise, mais il n'y a pas de dégâts de chute. Et puis surtout, il n'y a pas d'endurance. Votre personnage est capable de traverser l'intégralité d'un continent en courant sans s'arrêter. Qui serait capable de faire ça? Forrest Gump? Oui, Forrest Gump c'est une bonne réponse. Et l'IA? On en parle de l'IA? Elle est risible, on est d'accord, hein? Tu te pointes en méca à côté d'une base ennemie, tu mitrailles à tout va le mec qui est à droite de la porte, et le mec qui est à gauche, il ne moufte pas. Ah non, moi mon boulot c'est de surveiller ce qui se passe à gauche de l'entrée, hein. Moi ce qui se passe à droite, c'est pas mon problème, hein. On m'a dit surveiller là, tant que c'est pas dans mon champ de vision, je bouge pas. Maintenant, je me moque, mais ça, on sait que c'est un choix, que les développeurs sont capables de créer des ennemis qui peuvent tout voir, tout entendre, et aller sonner l'alerte si nécessaire. Mais est-ce que c'est mieux? Pour moi qui n'aime pas l'infiltration, non, ça n'est pas mieux. Mais quand même, quand tu as 4 mechas gigantesques qui débarquent dans une base ennemie et que t'as personne qui réagit... Vous allez rire chef, mais quelqu'un avait débranché le radar. C'est pour ça qu'on les a pas entendus arriver. Je suis viré? Bien sûr, je critique, mais c'est pour mieux en dire du bien à présent. Je ne suis pas un spécialiste des mondes ouverts. Je maîtrise très mal le sujet. J'ai fait les 3 premiers Assassin's Creed, plusieurs Infamous, Final Fantasy XV, Final Fantasy VII Rebirth. Est-ce que les Yakuza ça compte comme des mondes ouverts? C'est un peu comme Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3, c'est à la limite. Ce sont des grandes zones, mais pas complètement des mondes ouverts. Même si on retrouve cette sensation de liberté. Bref, tout ça pour dire, j'en ai fait plus que je ne pensais, mais je ne me considère pas du tout comme spécialiste sur le sujet. Par contre, clairement, Xenoblade Chronicles Cross se situe pour moi au-dessus du lot. Évidemment, l'exécution a son importance, mais rien que la mission qui nous incombe, c'est déjà un gros point positif qui rend crédible l'univers et qui justifie qu'on se lance dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mondes ouverts qui sont là pour motiver le joueur, dans le sens où il en veut pour son argent, donc on lui donne accès à énormément de contenu parce qu'on veut qu'il reste devant la console. Mais ça ne se justifie pas forcément pour le personnage dans le jeu. Concrètement, prenons Final Fantasy VII Rebirth, qui est certainement le pire exemple dans tout ça, parce que Cloud a une mission et qu'il a absolument zéro raison pour qu'il se détourne de sa tâche. Parce qu'il y a un gamin qui te demande d'aller observer un truc, tu vas le faire? C'est pas plus important d'aller sauver la Terre? Au pire, tu reviens après, non? Et oui, il y avait déjà du contenu annexe dans l'original, mais le contenu annexe est là pour le joueur et non pas pour le personnage. Dans Xenoblade Chronicles Cross, c'est différent, parce que vous arrivez sur une nouvelle planète, que tout est à observer, cartographier, relever, ça se justifie d'explorer la map à 100%. Comme Gerardus Mercator, vous allez relever des informations sur le moindre tracé de ce monde. Comme Charles Darwin, vous allez observer les races qui y vivent et évoluent. Et comme Howard Carter, vous allez chercher des lieux enfouis, à l'abri des regards, dans l'espoir d'être le premier à tomber sur un trésor. Même si vous me ferez remarquer, et vous aurez raison, que peu importe où vous allez, vous avez déjà un de vos collègues qui est arrivé sur place. Et vous trouverez même dans le cratère le plus profond de Coldros un hélicoptère qui s'est écrasé. Mais cassez pas mon délire, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je trouve que le monde de Xenocross fonctionne aussi bien sur le fond que sur la forme. Et je vais commencer par le fond. Le jeu te dit que tu as plein de choses à faire. Et, effectivement, tu as plein de choses à faire. L'intégralité de la carte, en tout cas les zones continentales, est divisée en cases. Pourquoi? Mais parce que les gens adorent remplir les blancs, nous disent les développeurs. Et sur chaque case, tu as un monstre, une quête, un trésor ou une sonde. Et encore, c'est un monstre unique, une quête importante ou un trésor particulier, en plus des autres monstres standards, des quêtes plus simples et d'autres trésors de moindre importance. Et là, comme disait le poète, oh mon Dieu, tout est lié. Parce que les monstres uniques sont des bestiaux mastoc qui vont te demander une certaine préparation, ce qui va nécessiter des ressources que tu vas miner en plaçant des sondes, ou en récupérant des trésors, ou en remplissant des quêtes. Les sondes que tu vas lancer, tu les récupères en remplissant des quêtes et en récupérant des trésors. El famoso, la boucle de gameplay. C'est là que les développeurs sont malins parce que ces tâches de fond sont très cool, mais elles servent à te retenir.
Lorsque le jeu te dit « Allez, va explorer », c'est chouette, hein, il y a des choses à voir. Mais s'il n'y a pas un petit quelque chose pour te motiver, au bout de quelques heures, tu lâches l'affaire. Alors que là, peu importe où tu vas, tu as une action à réaliser avec une récompense à la clé. À la louche, le monde est divisé en plus de 400 segments hexagonaux avec, pour chacun, une mission à accomplir. Pour les complétistes, je ne sais pas si ce jeu est une bénédiction ou une malédiction. Au moins, les joueurs en ont pour leur pognon. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, jusqu'à présent, sans être rentré dans le détail du gameplay, là je viens de vous parler du monde, mais du point de vue manette en main. Des choses qu'il y avait à faire pour nous retenir. Mais si effectivement c'est ce qui nous fait y revenir, ce n'est même pas ce que je retiens de l'expérience. Il faut qu'on parle de Mira. Quand je me suis lancé dans Xenoblade Chronicles Cross Definitive Edition, j'étais autant inquiet qu'impatient d'y retourner 10 ans après ma première découverte sur Wii U. C'est une aventure excessivement chronophage, et il n'y a beau n'y en avoir que pour une vingtaine d'heures de scénario, avec une progression certes bloquée de manière artificielle par des objectifs imposés de manière arbitraire, on va très facilement avoir tendance à voir les heures se cumuler au compteur, parce qu'on va se laisser complètement happer par l'univers. Je dis on, mais évidemment vous avez bien compris que c'est un jeu qui se cache derrière. Même si j'avoue qu'après avoir passé 75 heures avant de voir le générique de fin, je sens une légère frustration parce que j'aurais aimé passer plus de temps manette en main à découvrir le moindre recoin. Sur la version originale, j'y avais passé une centaine d'heures, et je sais que comparé à certains joueurs, ce n'est pas grand chose, l'aventure pouvant facilement occuper quelqu'un pendant 200 voire 300 heures. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui t'empêche d'allumer la console et de relancer le jeu si tu as encore envie d'y jouer ? La chaîne ? Commençons par faire un peu de tourisme sur la planète Mira. D'ailleurs, si je vous indiquais un peu plus tôt qu'elle tirait son nom d'une véritable étoile, dans la diégèse du titre, Mira fait référence à Mira Torres, présidente du projet Exodus à qui, finalement, on doit la survie de l'humanité, même si elle-même préféra rester sur Terre jusqu'à sa destruction. Alors, la planète fait 400 km². À l'échelle d'un jeu vidéo, ça fait beaucoup, mais à l'échelle d'une planète, c'est ridicule. Voire même impossible. Pour rappel, la Terre fait 510 millions de kilomètres carrés, et 400 km², c'est grosso modo 4 fois la taille de Paris intramuros. En gros, les gars se sont écrasés sur une île et ils pensent que c'est une planète. Ça nous fait une planète d'une taille ridicule où, au mieux, on devrait pouvoir y faire vivre environ 6000 personnes si on garde la même densité de population que sur notre planète. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là puisqu'avec une aussi petite planète, la gravité à la surface serait quasiment inexistante. Ce qui, pour le coup, est assez proche du jeu en termes de réalisme vu la capacité des personnages à faire des sauts lunaires. Mais surtout, vu la surface de la planète, le diamètre de celle-ci ne dépasserait pas les 12 km, ce qui devrait concrètement rendre la vie impossible. La vitesse de libération étant trop faible, l'air s'échapperait, il n'y aurait pas d'atmosphère, l'eau bouillirait le jour et gèlerait la nuit. Bref, tout ça c'est du charabia digne d'un jeu vidéo. Ah mais je suis con! Plus sérieusement, Mira est composée de 5 continents, ainsi que la ville de New Los Angeles qui s'est développée là où l'arche s'est écrasée. L'aventure est faite de telle manière que presque tous les continents sont accessibles dès le début. Vous démarrez dans Primordia, situé au milieu en bas de la carte, vous avez les continents de Noctilum et Oblivia qui le touchent directement, vous n'êtes séparé de Sylvalum que par un fin bras de terre où de nombreuses forces ennemies vous attendent. Enfin, seul le continent de Coldros semble inaccessible dans un premier temps, puisqu'il nécessite de traverser tout Sylvalum afin de pouvoir y mettre les pieds. C'est étonnant parce que certaines quêtes présentes dès le début de l'aventure vous invitent à vous y rendre, mais à moins d'aimer vous la jouer furtif, vous avez meilleur temps d'attendre un peu avant d'aller essayer d'y poser les pieds. Vous vous réveillez dans une capsule située non loin de New Los Angeles, une ville qui va évoluer au fur et à mesure de votre expansion, mais également de la découverte d'autres races extraterrestres. Vous avez de toute façon tout intérêt à vous rapprocher de ces entités puisque c'est grâce à leur technologie et leur savoir-faire que vous allez débloquer de meilleures armes et armures. Généralement efficaces, souvent badass et parfois un peu particulières. Et bien évidemment, on n'échappera pas aux tenues pour se rincer l'œil, mais je vous rassure, il y en a pour tous les goûts. La cité est pensée avant tout comme une place forte, et la zone industrielle, où est développé tout l'équipement qui vous sera utile pour survivre en milieu hostile, est clairement au cœur de l'environnement.
D'ailleurs, soyons honnêtes, c'est là que vous passerez le plus clair de votre temps. D'un autre côté, votre caserne étant située en plein milieu de la zone, et vu que vous y trouverez tous les marchands, mais également une partie des quêtes annexes, c'est normal que vous y mettiez le plus souvent les pieds. En parallèle à cela, le quartier commercial et le quartier résidentiel donnent l'impression d'être superflus, puisqu'à l'exception de certaines quêtes annexes relatives aux personnages qui y vivent, on ne trouve pas grand chose à y faire. Bref, faire le tour de la ville, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il sera temps de poser un pied hors de la zone de confort. Équipez-vous de vos meilleures armes, de vos plus belles armures, et allez dézinguer sans vergogne les quelques herbivores qui ont eu le malheur de s'approcher un peu trop près de la ville. Le premier continent que vous allez découvrir se nomme Primordia. En japonais, Gensho no Koya, en français l'étendue sauvage primordiale. Primordial étant ici utilisé dans le sens originel, primitif, quelque chose qui était présent avant tout le reste, et surtout avant toute vie, j'allais dire humaine, je devrais plutôt dire intelligente, puisque si on retrouve les restes de la Grande Blanche qui nous servent de QG, on va également croiser ça et là quelques campements de prônes qui semblent construits à la va-vite, et qui sont juste là pour nous observer. Dans l'univers des Xeno, Primordia a la lourde tâche d'être cet environnement grandiose et inspirant qui nous servira de premier terrain de jeu, comme l'avait fait la plaine de Gore de Xenoblade Chronicles, premier du nom. Et je suis bien embêté parce que la plaine de Gore, entre son gigantisme et son ambiance musicale envoûtante, ça a été un véritable coup de poing que Xenoblade m'avait filé à l'estomac en 2011. Le jeu avait réussi à me péter 2 côtes, j'étais resté effondré par terre pendant de longues minutes, tenant la Wiimote fébrilement, avec la bave aux lèvres. Ah bah merci pour l'image. Tout ça pour dire, la série Xeno a tenté l'expérience à plusieurs reprises, avec Primordia dans Cross ou la province de Gormod dans Xenoblade 2, et même si je leur trouve toutes les qualités du monde, ça n'a jamais eu chez moi l'effet d'une plaine de Gore bis. Ceci étant, Primordia est une zone exceptionnelle, que l'on va visiter de jour, de nuit, sous le soleil et sous la pluie, et il y a toujours des choses à découvrir. On va y croiser des cochons peu ragoûtants, des carnassiers prévus pour la chasse qui semblent être un mix parfait entre des loups et des fauves. On va y trouver des araignées géantes qui se planquent dans l'ombre des reliefs et vous tombent dessus quand vous ne vous y attendez pas. On va également y rencontrer des oiseaux avec des couilles au niveau de la gorge. La nature est variée et plusieurs lacs permettent à la faune et la flore de se développer, comme le lac Janpas ou le lac Biano, autour desquels on trouve de magnifiques milésaures, des créatures que l'on croirait tout droit sorties de la préhistoire sur notre planète. Parce que, qui n'a pas eu un jour envie d'affronter un dinosaure à dos de méca ? Ce que je préfère certainement dans Primordia, c'est son relief, et le jeu vous fait comprendre très vite que non, tu ne seras pas en mesure de découvrir l'intégralité du continent pour le moment. Il va falloir attendre encore un peu. Mais ça, j'y reviens après. Primordia attise la curiosité, comme avec ses énormes piliers dans la colline de Biano. On se demande si des vents terribles ont érodé la nature pendant des milliers d'années pour leur donner cette forme particulière. Et surtout, il y a ces reliefs qui dominent New LA, nommés la griffe, comme une forme menaçante qui pointe vers le refuge de nos héros. Elle est là, elle nous appelle, on veut monter dessus et l'explorer, mais non, pour le moment, il faudra attendre. Comme je le disais, Primordia a 2 autres continents à chacune de ses extrémités. Commençons par Oblivia, ou en japonais Bōkyaku no Keikoku, que l'on pourra traduire par la vallée de l'oubli. Oblivia, c'est l'antithèse de Primordia. La nature est inexistante, c'est un désert immense qui s'étend à perte de vue. S'il fallait y chercher une source d'inspiration, on serait plus sur le Grand Ouest américain avec ses reliefs marqués. Ici un bout de montagne, là un canyon, le tout traversé par une petite rivière, seule source d'eau potable à des kilomètres à la ronde. En tant que désert, il est habité par des créatures terribles qui ont appris à survivre dans des conditions de vie drastiques. Il ne faudra d'ailleurs pas rester trop longtemps sous la pluie en cas d'orage, ceux-ci ont la fâcheuse tendance à être particulièrement électriques. Et puis surtout, Oblivia porte bien son nom, l'oubli. L'oubli de quoi ? L'oubli de ce qui s'est passé auparavant, parce que si tout n'est que couleur ocre à perte de vue, peu importe où se pose notre regard, on se rendra vite compte qu'on retrouve un peu partout des traces d'une civilisation ancienne sur ce continent. Et je ne fais pas référence aux campements prônes qui semblent ici beaucoup mieux implantés que ceux que vous avez croisés à Primordia. Non, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus ancien. Quelques nopons bien avisés vous expliqueront d'ailleurs qu'autrefois, une civilisation disparue vivait dans les cieux, mais celle-ci s'est malheureusement écrasée un beau jour. Vous avez dit Solaris, encore un vieux démon de Takahashi qui refait surface. Les nopons, comme sur chaque continent, on trouvera au moins une caravane, et c'est du côté du lac Basel qu'ils ont élu domicile. Cette race est surprenante, et il faut au moins leur reconnaître une certaine résilience, puisque si, effectivement, ce lac est la plus grande source d'eau potable d'Oblivia, en toute logique, il attire également de nombreuses formes de vie.
Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de grands herbivores. Quoi qu'il en soit, les preuves d'une vie ancienne sont présentes sur ce continent, ça ne fait aucun doute. Il y a cet anneau gigantesque qui se voit à des kilomètres à la ronde, pas loin du ravin d'Ibra. Il est frustrant. On aimerait y trouver une porte, s'introduire et voir ce qui s'y cache. On trouvera également des tuyaux immenses à flanc de montagne. Et que dire des motifs anciens que l'on croisera dans une grotte? Ceci étant, l'indice le plus flagrant de la présence d'une ancienne civilisation est également le plus terrifiant. C'est ce vaste gouffre, le bâillement du géant, une fissure béante en plein milieu du continent. Un trou sans fond dont il faudra éviter de trop s'approcher sous peine d'y sombrer et d'y disparaître à tout jamais. Tout y est englouti, à l'exception de cette petite île qui défie la gravité en plein milieu du gouffre. Est-ce que c'est une expérience qui a mal tourné? Une bombe qui a explosé? Dans un autre style, j'en ai vu certains rapprocher ce trou gigantesque de la crise de salinité messinienne. Et je trouve l'idée intéressante. Le lien entre les deux n'a rien d'officiel, mais je trouve le concept séduisant. La crise de salinité messinienne, c'est un épisode géologique qui a duré pendant 630 000 ans durant le Messinien. Et le Messinien, c'est une période qui a commencé il y a 7,246 millions d'années et s'est achevée il y a 5,333 millions d'années. C'était il y a longtemps. Effectivement. Et à la fin du Messinien, il y a eu un mouvement tectonique. Ouais, un des pires mouvements musicaux. Mais non, Andou, je te parle des mouvements des plaques. Ah! Ça a fait remonter le détroit de Gibraltar et donc l'accès entre la Méditerranée et l'Atlantique s'est retrouvé coupé. Et les fleuves qui se déversent dans la Méditerranée n'étant pas suffisants, la mer a été asséchée pendant des milliers d'années. C'est-à-dire qu'ici, pendant 600 000 ans, il n'y avait rien du tout. Vous veniez là, il y a 5 millions d'années, vous pouviez aller directement en Afrique à pied. Moïse, il peut aller se rhabiller, hein. Alors, ça n'explique pas complètement la présence de ce trou dans Xenoblade Cross. Même si, dans les deux cas, on se retrouve avec un espace immense s'étendant parfois sur des milliers de mètres de hauteur où la vie semble impossible. De l'autre côté de la carte, on retrouve Noctilum, en japonais Yako no Mori, la forêt noctilucente, autrement dit la forêt qui brille la nuit. Là, on est sur l'exact opposé d'Oblivia, et peut-être, à titre personnel, le continent que j'aime le moins, et pour des raisons que j'analyse sans souci. En tout cas, pour être précis, ça dépend de là où on se trouve. Mais Noctilum, c'est une forêt vaste, majestueuse. La nature dans toute sa splendeur et sa démesure. Et en même temps, elle est refermée sur elle-même. Un espace dense, où la lumière du jour ne pénètre qu'à peine. Des plantes gigantesques permettent à la faune de se cacher, et des arbres titanesques occultent le moindre morceau de ciel bleu. Et c'est certainement pour ça que j'apprécie moins cet environnement. La navigation est difficile, le chemin est parsemé d'embûches, et moi qui aime pouvoir me perdre dans de larges environnements ouverts, le cloisonnement de cette forêt me met mal à l'aise. Accessoirement, c'est dans cet environnement que l'on croisera, pour la première fois, lors d'une excursion au Goulet du Gobelin, un bien singulier personnage. Elle de son petit nom, Elsiruf de son nom complet, anagramme étonnant de Lucifer, pour cet énergumène certes particulier, mais qui ne semble pourtant pas bien méchant. Malheureusement, comme beaucoup d'éléments de la version originale du titre, il semblerait qu'une large partie du background de Elle soit passée à la trappe. Les esquisses que l'on peut apercevoir dans l'artbook de Xenoblade Cross le montraient sous une forme plus effrayante, avec de larges cornes pointant en hauteur. Était-il prévu à la base que le personnage aurait une double personnalité? Ou peut-être cachait-il ses véritables motivations? On ne le saura jamais, on restera toujours avec ce L dans la lune qui essaye d'utiliser des expressions humaines qu'il ne maîtrise pas et qui échoue à chaque fois. Ceci étant, le continent est vaste et varié, et pour qui arrive à sortir de cette jungle touffue, c'est un paysage à couper le souffle qui vous attend avec des falaises immenses, des chemins escarpés au-dessus du ruisseau central, et le moindre faux pas pourrait être synonyme de chute mortelle dans la mer située en contrebas. Enfin, si le jeu proposait des dégâts à qui tente le grand plongeon, mais heureusement, ça n'est pas le cas. Ici aussi, on trouve des traces de civilisation, mais cette fois-ci, elles sont beaucoup plus récentes, puisque pour simplifier votre exploration du continent, vous trouverez un magnifique pont tressé nopon d'une architecture remarquable quand on se penche sur la taille impressionnante de celui-ci. N'oublions évidemment pas le perchoir du pic, qui sera pendant très longtemps inaccessible, étant donné qu'il est caché derrière une immense cascade. Le lieu défie l'imagination, puisqu'une seule plante y a élu domicile, mais une plante pharaonique. On l'imagine millénaire, elle est installée là, comme une reine, protégée par des gardiens surpuissants auxquels il ne faudra pas se frotter sans être un minimum préparé.
Il est temps de parler de ce qui est pour moi le lieu le plus emblématique de cet épisode, Sylvalum. En japonais, Hakuju no Tairiku, le pays du bois blanc. Autant j'avais quelques très légères appréhensions avant de me lancer dans Xenoblade Chronicles Cross dans sa Definitive Edition 10 ans après l'avoir découvert une première fois, vu la durée de vie totale de l'expérience qui est, ma foi, assez conséquente, autant je trépignais d'impatience à l'idée de fouler à nouveau du pied les étendues blanches de ce continent mystérieux. Comme je le disais un peu plus tôt, même si vous pouvez très rapidement vous rendre dans n'importe quel lieu dès le démarrage de votre aventure, la logique veut qu'avant de traverser la moitié de la map, vous alliez explorer ce qui se trouve dans les environs proches de votre point de chute. En conséquence, vous ne découvrez Sylvalum qu'après avoir passé plusieurs dizaines d'heures sur les 3 premiers lieux dont j'ai déjà parlé, ce qui rend la découverte de ce continent d'autant plus marquante. Primordia peut rappeler la savane africaine, les karstes chinois, les steppes mongoles. Oblivia est un mélange entre le désert africain et le Grand Ouest américain. Noctilum de son côté fait clairement penser à une forêt amazonienne incontrôlée. Sylvalum, enfin, rappelle... Rien! Absolument rien! C'est ça qui est génial, c'est un dépaysement total. Il dégage quelque chose d'éthéré. Il est possible de marcher de longues minutes en regardant le décor, c'est calme, c'est relaxant, le tout étant souligné par une musique contemplative qui se marie merveilleusement bien au spectacle. C'est un monde dans lequel on a envie de se poser, s'asseoir sur un rebord, observer, se calmer, ne faire qu'un avec la nature. Si le continent est à ce point reposant, ils auraient pu l'appeler Sylvalium. Peu importe ce que tu diras, ça ne m'empêchera pas d'apprécier le moment présent. En vérité, méfiez-vous néanmoins de cette tranquillité apparente. Le sol cache de nombreux pièges. Des créatures qui n'attendent qu'un moment d'inattention de votre part pour surgir et vous emmener pour un dernier voyage. Et accessoirement, Sylvalum a la pire météo de la planète, et une horrible purée de poids qui vous empêchera de voir à plus de 2 mètres peut débarquer sans prévenir. Il n'empêche, j'aime beaucoup la construction de ce lieu. Un peu à la manière de la jungle oppressante de Noctilum, Sylvalum ne se laisse pas découvrir si facilement. Il n'y a que 2 accès au continent, un situé au sud-sud-ouest donnant sur Primordia, l'autre situé au nord-nord-est permettant de débarquer à Coldros. Et si vous pouvez en théorie contourner le continent à la nage pour débarquer directement sur une petite plage au nord-ouest de Coldros, au final c'est un voyage particulièrement long et peu productif. Revenons à notre entrée, le bien nommé Bec d'Oiseau, qui... effectivement, ressemble étrangement à un dodo ou quelque chose du genre. Un seul petit chemin vous donne accès au reste du continent, et celui-ci est protégé par 2 créatures qui auront tôt fait de vous sauter dessus dès que vous vous approchez d'un peu trop près. Il y a 4 lieux que j'aime beaucoup dans Sylvalum. La sphère noctulescente, comme son nom l'indique, elle brille dans la nuit. De loin, on la croirait manufacturée. De près, elle est clairement végétale. Mais une forme comme celle-ci, ça fait penser à un cocon, à croire qu'une bestiole se cache là-dedans. Et True Story, c'est uniquement en préparant cette vidéo que j'ai découvert qu'il était possible de s'infiltrer à l'intérieur. Ce titre est véritablement plein de surprises. Dans le genre on ne sait pas à quoi s'attendre, au nord-ouest du continent vous pourrez vous faufiler dans le gouffre abyssal. Il va sans dire qu'il vous faudra un bon moyen de locomotion pour grimper ce qui semble être un vieux volcan endormi, rempli de monstres qui ne doivent pas souvent voir la lumière du jour. J'aime également beaucoup la vallée sans cœur, on sent en y mettant les pieds qu'on est sur du endgame. Rien que la flore vous fait comprendre que tout le monde ne pourra pas y vivre, avec ses plantes immenses et gelées, qui suggèrent qu'un vent glacial et puissant souffle régulièrement, et vous verrez que de toute manière, seules les créatures les plus coriaces osent faire de cette région leur tanière. Enfin, j'adore véritablement le lac Ciel. Un lac immense mais très peu profond où, comme son nom l'indique, le ciel se reflète, donnant l'impression de marcher sur des nuages. L'étendue est immense et on peut s'y promener pendant de longues minutes en perdant toute notion de temps ou d'espace. Sylvalum est un continent terrible parce qu'on a envie d'y rester, on a envie d'oublier notre mission et de simplement rester là à contempler ce spectacle magnifique. Mais non, notre voyage n'est pas terminé, il nous reste un dernier lieu à visiter. Je vais être honnête, et je suis un peu frustré, mais Coldros c'est le continent que je connais le moins. Pas qu'il ne me plaise pas, mais simplement qu'il arrive en dernier dans l'aventure, et un peu comme dans un RPG japonais classique où l'on va passer moins de temps avec le dernier coéquipier que l'on va débloquer, Coldros on le découvre au bout de plusieurs dizaines d'heures. Des heures qui sont autant d'énergie que l'on a investi dans notre partie, et potentiellement il arrive un petit moment de lassitude. Le jeu nous plaît toujours autant, mais on commence à avoir envie de voir le bout du voyage.
Je ne dis pas que ce sera forcément votre cas. Peut-être que vous allez passer 30 ou 40 heures à explorer le continent de fond en comble. Et je vous le souhaite, hein. Je vous dis juste que pour moi, ça s'est passé comme ça. Coldros, c'est le Mordor. Littéralement le Mordor. C'est un lieu triste et dévasté, une terre rongée par les volcans et la lave en fusion, où vous attendent des créatures terribles prêtes à ne faire qu'une bouchée de vous. C'est également le quartier général des Prones, et vous croiserez de nombreux soldats, que ce soit des fantassins au sol, ou de nombreux pilotes de méca qui quadrillent le ciel. Les constructions sont multiples ici et gigantesques, à vous donner le tournis. Mais comme c'était le cas pour Oblivia, cette fois encore, l'envahisseur Prone n'a rien à voir avec tout ça. Ils se sont contentés d'occuper cette ancienne capitale. Le palais de Gnahan, le château d'Orsim, la Villa Quara, des lieux qui, étrangement, ont eu une apostrophe dans leur nom, un peu comme El Siruf. Est-ce que les deux ont un lien ? Ici aussi, on ne le saura jamais. Et à la manière de cet anneau géant que l'on trouve à Oblivia, si le palais de Gnahan et la Villa Quara sont des structures colossales, largement imposantes, il faudra vous contenter de votre imagination pour tenter de deviner ce qu'ils peuvent contenir. Seul le château d'Orsim vous sera accessible, et ce que vous y trouverez sera d'une importance primordiale dans votre mission. Je vous avoue que j'ai une certaine fascination pour ces lieux abandonnés, ces constructions gigantesques, synonymes de civilisation autrefois prospère, aujourd'hui déchue et oubliée. On veut savoir ce qu'il s'est passé, mais la réponse nous éludera jamais. Tout au mieux pourra-t-on faire des hypothèses. Ça fait écho en moi, et sans doute en vous aussi, ça nous renvoie à nous, notre société. On sait qu'un jour elle n'existera plus, qu'elle disparaîtra, et peut-être sera-t-elle redécouverte dans un futur lointain. Et plus proche de nous, on se demande quelles traces nous allons laisser. On se souviendra d'une infime partie d'entre nous dans les années à venir, et on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions du style « Est-ce qu'on se souviendra de moi ? Est-ce que j'aurai un impact ?» Parce que tu crois que tu vas avoir un impact ? Je n'aurai pas cette prétention, mais ça ne m'empêche pas de me poser la question. Bref, de manière pragmatique, j'avoue que le monde de Xenoblade Cross fonctionne excessivement bien. Parce qu'on le découvre une première fois, puis une seconde, et encore une troisième fois, et ceci grâce à un petit élément que l'on appelle les scales. Les scales, c'est évidemment le nom donné aux mechas du jeu, et quand on connaît l'amour de Takahashi pour les gros robots, on se demande pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt dans la série. Pour être précis, dans Xenogears, on retrouvait les Gears que l'on pouvait utiliser en combat. Dans Xenosaga, on avait les Anti-Gnosis Weapon System. Certainement ceux qui ont le nom le moins accrocheur. Et si on croisait quelques mechas dans les rangs ennemis du premier Xenoblade, il faudra attendre Cross pour enfin pouvoir remettre un pied dedans, et ce de bien belle manière. Et puis, évidemment, on aura les Ouroboros dans Xenoblade 3. Mais s'ils sont utiles en combat, on ne peut pas les diriger pour explorer l'univers. Pour en revenir au scale, je me souviens avoir vu des critiques se plaignant que ceci arrivait trop tard dans l'aventure. Et j'ai envie de répondre... Certainement pas, malheureux! Parce que c'est l'obtention tardive de ces mechas qui fait tout le sel de la découverte. La prise de contact se fait à l'échelle humaine. Elle permet de rentrer dans le détail de la carte, d'observer de manière précise les environnements. Et si les ennemis à votre taille vous foncent dessus, généralement les monstres géants vous laissent tranquille. Ensuite, vous aurez accès aux mechas, et ceux-ci pourront se déplacer sur le sol, soit sous forme bipède, pratique pour sauter par-dessus des obstacles, soit sous forme de véhicule, ce qui rend possible la traversée rapide des environnements que l'on commence à maîtriser. Le saut débloque à partir de ce moment-là l'accès à certains lieux jusqu'ici inaccessibles. Enfin, vous obtiendrez plus tard un module de vol qui vous ouvre la voie à une exploration intégrale de la map. Les quelques lieux qui vous étaient encore inaccessibles peuvent enfin être explorés, comme le plateau de la Griffe qui vous toisait de haut depuis le début de l'aventure. Ça a quelque chose d'extrêmement grisant de s'envoler dans les cieux et de traverser d'un bout à l'autre sans discontinuer et sans le moindre temps de chargement l'intégralité du monde de Xenoblade Chronicles Cross. D'un point de vue technique, c'est particulièrement impressionnant. On peut partir d'un point, s'élever dans les airs, se rendre dans un autre continent, se poser, le tout de manière fluide et enchaînée. Du point de vue de l'immersion, c'est incroyable. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, et l'utilisation des scales est déjà plus risquée que la traversée du monde à pied. D'une part, si les gros ennemis ne vous calculaient pas quand vous étiez à pince, si vous vous en approchez trop près à bord de votre mecha, ils vont se sentir agressés et avoir la fâcheuse tendance à vous attaquer. Et puis, surtout, si vous êtes à bord de votre robot lorsque celui-ci perd tous ses points de vie, il est détruit. Alors, pas complètement détruit, vous avez une assurance qui vous permet de réparer votre machine 3 fois sans débourser le moindre sou. Mais ça n'était pas ce qui était prévu à la base. D'après Ko Kojima, l'idée originale c'était d'acheter un scale comme on achète une voiture. Autrement dit, c'est quelque chose de très cher et il faut en prendre soin.
À l'origine, il n'était pas question d'assurance, et un Skell qui perdait tous ses points de vie était perdu à tout jamais. Et quand on sait à quel point l'argent rentre difficilement, surtout entre guillemets en début d'aventure, on ne peut que les remercier d'avoir changé d'avis en cours de route. Bref, j'adore les Skell dans Xenocross, et non seulement ils permettent de découvrir le monde sous un angle différent, mais ils donnent également un sentiment de liberté que j'ai rarement connu dans un autre RPG. Entre un Ezio qui traverse la Toscane à dos de cheval dans Assassin's Creed 2, et votre avatar qui voyage d'un bout à l'autre du monde à bord de son mecha, c'est évidemment dans ce deuxième cas que l'idée de monde ouvert prend véritablement tout son sens. Bon, si je l'ai mentionné plusieurs fois depuis le début de la vidéo, il va être temps d'aborder le sujet et je vais vous parler du chapitre 13 de Xenoblade Chronicles Cross. Je ne vais pas non plus complètement rentrer dans le détail de ce nouveau chapitre, mais clairement ça va spoiler. Donc je ne vous invite à rester que si vous avez terminé le jeu ou que vous vous en fichez de vous faire spoiler. Si tel n'est pas le cas, je vous propose d'aller à ce moment de la vidéo et on se retrouve pour la conclusion. Et pour les autres, parlons un peu du chapitre 13. Bon, vous êtes toujours là? Alors, comment ça biche? Pas terrible, et toi? Mieux que toi, donc terriblement bien. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, putain. J'ai rien compris. Moi non plus. Pour les deux du fond qui regardent la vidéo sans savoir à quoi je fais référence, dans le chapitre 13 de Cross, on découvre un nouveau personnage, Alois Bernold, ou Al, un humain disparu depuis la bataille au-dessus de la Terre entre le Ganglion et les Ghosts. On l'avait aperçu subrepticement à la fin du chapitre 12, et à peine plus longtemps dans le trailer de la version définitive, caché sous un large manteau noir à capuche. Dans le métier, on appelle ça faire une Nomura. On apprendra un peu plus tard qu'à la différence des autres personnages qui sont des créations synthétiques dans lesquelles on a insufflé une âme, Pour faire simple. Al, lui, est un véritable humain à l'ancienne, un vrai de vrai. Et la manière qu'ont choisi les scénaristes pour montrer que ce personnage est de l'ancien monde, c'est de lui faire dire des blagues de papa. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, blague de papa, dad jokes, ou Yajigyaku, c'est la même chose, une vieille blague dépassée, qui pue du cul et qui va servir à caractériser le personnage. Genre, elles sont mieux, tes blagues? Bah. D'ailleurs, Al est un personnage intéressant, il est présenté comme le héros disparu de la Grande Guerre, et j'avoue que pendant un temps je me suis demandé, là encore, s'il était le personnage principal qu'était censé avoir Xenocross avant de s'orienter multi, mais la réponse est non. Et si on l'entreaperçoit vite fait à la fin du chapitre 12, dans un premier temps, son design était prévu pour être très différent. Dans l'artbook officiel, il est connu sous le nom de Chevalier Noir, un archétype vu maintes et maintes fois du personnage qui vient sauver les miches des héros, mais qui ne veut pas montrer son véritable visage. Pour le coup, Al est très différent et j'aime bien la direction suivie par l'équipe de développement, puisque si on le voit comme un guerrier chevronné qui dirige son mecha avec une virtuosité impressionnante, il reste très accessible. Il est habillé simplement et, s'il est toujours de bons conseils, en même temps, il a, comme on l'a vu, un humour complètement dépassé. Certains pourront regretter que le personnage soit un peu trop lisse, un peu trop héroïque, mais avec un scénario qui s'étale sur grosso modo 4 heures, il est certainement difficile de lui donner plus de nuances, sachant qu'en même temps, il fallait apporter une conclusion à l'aventure. Je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario, je ne vais pas m'étaler sur une analyse en long, en large et en travers de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on peut deviner, et ce... pour différentes raisons. Parce que ça fait longtemps que tu as fini le jeu et que tu as peur de dire une connerie et de te faire reprendre en commentaire? Dirais pas ça, mais autant éviter de tendre le bâton pour se faire battre, hein. Bref, le chapitre 12 se termine par son lot de révélations. Le corps des 20 millions d'humains que l'on croyait à l'abri n'était en fait qu'une bouillie d'ADN pixelisé. On apprend d'ailleurs que cette bouillie d'ADN pixelisé, à une façon un peu grotesque de nommer la sauvegarde des données, a été détruite depuis un certain temps. Ça laisse d'ailleurs une très grosse question en suspens, parce que si on avait les infos pour 20 millions d'humains sur clé USB, concrètement on ne croise guère plus de quelques centaines, au mieux milliers de personnages durant l'aventure. Donc, faut-il partir du principe que les informations génétiques de plusieurs millions d'humains sont parties en fumée? Mais après tout, le scénario commence avec la disparition de plusieurs milliards d'individus, donc pourquoi pas? Ou alors, est-ce que New LA abritait 20 millions d'individus et c'est simplement que les capacités techniques de nos consoles actuelles ne permettent pas d'afficher un aussi grand nombre de personnages? Ne permettent pas, voire même de toute manière, c'est pas souhaitable. Et accessoirement, on apprend qu'Elma n'est pas humaine,
mais une de nos cousines éloignées, puisqu'en remontant très 3 hours later. Très loin en arrière, on découvre que la race d'Elma et l'humanité ont un ancêtre commun, les Samariens. Je peux. Oui. On voit clairement qu'Elma, sous sa forme originale, a des oreilles d'elfe. Or, on sait que Monolith a travaillé sur Zelda Breath of the Wild. Oui. Et Eh bien, ma théorie, c'est que Zelda et Xenoblade Cross se déroulent dans le même univers. Ah. Tu en penses quoi? Bah... C'est complètement con. Ah! Oh, mais moi je voulais juste aider. Non mais je sais, mais c'est pas la peine. Oui, bon bah, puisque c'est comme ça, je rentre à l'appart. Hein. Bref, je disais, la fin du chapitre 12 laisse pas mal de questions en suspens. Luxar fond tel un cachet d'aspirine, entraînant avec lui nos espoirs de savoir enfin qui était ce grand ancien auquel il ne pouvait pas s'empêcher de faire référence à chaque fois que sa face de crapaud apparaissait à l'écran. Qui étaient ses ennemis qui mettaient la misère à tout le monde dans l'introduction du jeu. Des questions ouvertes qui auraient certainement mérité un Xenoblade Cross 2 afin d'être enfin répondues. Et si Takahashi ne s'est jamais caché de son envie de revenir sur le spin-off, la solution qui a finalement été choisie, c'est de nous apporter un chapitre supplémentaire qui aura la lourde tâche de nous proposer une conclusion satisfaisante. Soyons honnêtes, chez Monolith Soft, quand ils apportent du contenu supplémentaire, généralement, on en a pour notre argent. Un avenir commun, le chapitre bonus de la version définitive de Xenoblade premier du nom était peut-être un peu pauvre au niveau scénario, mais incroyablement satisfaisant en termes de gameplay. Torna the Golden Country, le DLC de Xenoblade 2 éclairait magnifiquement bien tout un pan du scénario du jeu de base, qui était rapidement expliqué. Un avenir retrouvé, le DLC de Xenoblade 3 avait la lourde tâche de rattacher l'intégralité des jeux de Takahashi, et il y arrivait avec plus ou moins de bonheur. Donc j'étais relativement confiant concernant ce chapitre supplémentaire. Tout commence par l'arrivée des Ghosts sur Mira avec le retour de l'Ares piloté par Hal. Si tout ce qui concerne le ganglion est relativement bien expliqué, concernant les Ghosts, le jeu reste plus avare en détails. Tout juste sait-on qu'on peut les considérer comme des espèces de globules blancs envoyés par l'univers pour lutter contre quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ici, c'est l'utilisation du conduit par Void, dont on reparlera après, qui déclenche leur apparition. Elma en donnera une explication beaucoup plus imagée, les qualifiant d'anges de l'apocalypse. Rapidement, c'est Void qui va se retrouver au centre du scénario. C'est lui, le grand ancien, qui était régulièrement référencé durant les 12 premiers chapitres, et il se pointe et il leur dit... Petits chevaux, Monopoly, 1000 bornes? Non, un jeu de la mort. Vous me butez ou je vous bute. Simple, basique. Bref, Mira est sur le point d'être oblitérée et je vous passe le second acte durant lequel vous allez courir à droite à gauche pour aller chercher quelques irréductibles qui préfèrent rester sur place et mourir plutôt que de se barrer à bord du vaisseau Manon et tenter de survivre. Un second acte, ma foi, un peu longué mais nécessaire puisque c'est bien la dernière fois que vous allez pouvoir mettre les pieds sur la planète. Et l'acte 3 commence par la destruction de Mira, et là, vous allez me demander... La destruction de Mira? Mais toutes les questions relatives à la planète. Pourquoi les humains sont encore là malgré la disparition des archives? Pourquoi toutes ces races extraterrestres se sont retrouvées au même endroit? Et surtout, pourquoi se comprenaient-elles même sans traducteur? En gros, donnez-nous des explications au sujet de tous les mystères qui entourent ce jeu. Ce à quoi le jeu vous répond... Bon, bah je vais me faire foutre alors. Et on est parti pour le gros de l'acte 3, un acte pour lequel je suis un peu partagé. Vous vous retrouvez sur le continent de Volitaris, en japonais Fuyu Tairiku, le continent volant. Ça me rappelle Final Fantasy VI. Celui-ci flotte au-dessus de Mira et il s'agit du vaisseau de Void et du ganglion. Une fois que vous arrivez là, c'est très simple. Tous les personnages sont séparés, vous êtes tout seul au démarrage et vous allez rapidement retrouver plusieurs compagnons et vos scales. Ensuite, vous aurez quelques choix. Retrouvez vos compagnons ou non et allez foutre une raclée à Void. Le truc étant qu'il y a un peu partout des lances plantées dans le sol, celles-ci sont au nombre de 6, et que si vous les activez toutes, vous vous facilitez grandement le combat contre Void. À ce moment-là du jeu, vous avez toujours accès au vaisseau Manon, et celui-ci vous permet d'acheter des armes et des armures, et vous avez accès à une version virtuelle de Frontier Nav qui vous permet de continuer à récupérer de l'argent. Par contre, pour débloquer des nouvelles armes et armures, et particulièrement des armes pour vos scales, vous serez limité aux ressources disponibles sur le continent, et celles-ci sont bien moins nombreuses que sur Mira. Donc, vous avez accès à beaucoup moins d'équipements que lorsque vous étiez sur la planète.
Autrement dit, si vous arrivez sur Volitalis avec un équipement un peu limite, vous risquez d'en chier votre race pour défaire Void. Et ça m'embête un peu parce que quand t'es dans le dernier lieu d'un RPG, tu dois avoir accès aux meilleures armes ou armures. Ou en tout cas, tu dois pouvoir revenir sur tes pas, tu dois pas être bloqué. Ça aide évidemment d'enclencher les lances. Personnellement, j'en ai activé 5 sur 6. La dernière était inaccessible puisqu'elle était derrière un monstre unique qui me foutait raclée sur raclée et que je n'avais pas forcément envie de faire 10 heures d'XP juste pour battre un ennemi. Donc, pour réussir à défoncer Void, il a fallu que je tente, et retente, et re-retente, et re-re-retente, et re-re-re... Ouais, enfin bon, vous avez compris. Bref, il m'a fallu un nombre incalculable d'essais. Au moins 5 ou 6. Avant de réussir à lui faire bouffer les pissenlits par la racine à ce connard. Bien. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce dernier chapitre ? Déjà, faut qu'on parle de l'esthétique de Volitaris. C'est très différent du reste, mais j'aime bien. Ça me fait penser à du Klimt, au niveau des formes, des couleurs, et peut-être même un peu de Van Gogh dans la nature. Je suis pas spécialiste, je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que ce monde tire beaucoup ses inspirations de l'art pictural. J'ai bien aimé m'y perdre parce qu'au niveau de la géographie, il est intéressant. On y trouve des larges îles flottantes, rien à voir avec le dessert, et en volant le long, il n'est pas rare de voir une ouverture. Alors on fouille, on fouille, on fouille, et on trouve une entrée, on explore, et c'est cool. Et pour le reste, vous savez quoi, je vais passer à la conclusion, comme ça me permet de sortir de la zone spoiler. Bien, il est temps de finir cette vidéo, elle a quand même bien duré, merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici. Je parlais du scénario bonus, et alors je vais rien spoiler ici, je l'ai déjà fait avant, mais je terminerai cette vidéo en parlant de l'intérêt ou non de ce chapitre supplémentaire. Dans son ensemble, je dirais que la version définitive de Xenoblade Chronicles Cross est un jeu à faire, que vous ayez ou non fait l'original. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est simple, faites la version définitive. Si vous l'avez déjà fait à l'époque, refaites-le, parce que les ajouts de la version définitive, s'ils sont incomplets, sont clairement ce qui se rapprochera le plus d'une hypothétique suite directe de la version originale. En l'état, il manque des informations, et a priori on n'en aura jamais plus. En même temps, ça permet d'étancher notre soif de connaissances. Je ne sais pas si, lors du développement de la version originale, Takahashi et son équipe avaient dans l'idée de faire une suite directe, ou s'ils ont dû couper des bouts de scénario relatifs à la fin. Je veux dire, on sait qu'ils ont coupé des informations, mais on a juste ce qu'on peut trouver dans l'artbook officiel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas autre chose prévu à la base. Dans ce cas, je suis content des apports scénaristiques du chapitre supplémentaire qui, au moins, apporte une certaine conclusion à l'aventure, tout en la laissant suffisamment ouverte pour permettre un Xenoblade Cross 2. Pour le reste, j'avais une petite crainte en me lançant dedans après toutes ces années. En 2015, il m'avait marqué comme étant le monde ouvert le plus impressionnant qu'il m'avait été donné de jouer. Finalement, 10 ans plus tard, cette impression demeure. Il y a des choses qui m'énervent. J'en ai mentionné certaines, comme l'IA, j'en ai passé d'autres sous silence, comme le farming parfois trop long pour gagner des niveaux ou des ressources, et son scénario évidemment, pas horrible, mais tellement inférieur aux autres œuvres de Takahashi, mais parce que ça n'est rien comparé aux qualités de Xenoblade Cross. Encore une fois, je me suis totalement laissé embarquer par son univers riche et surtout imaginatif. Un univers qui est basé d'une part sur celui de Xenoblade, et d'autre part sur tout un tas de références littéraires, cinématographiques, picturales. C'est un melting pot d'idées, c'est un jeu rare et c'est un jeu que j'adore. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu, peut-être que vous avez appris des choses, et évidemment, si vous avez joué à Xenoblade Chronicles Cross, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine, sur cette planète ou sur une autre. Mais il est parti où ce con? Danboard, 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 Danboard. Mais moi je voulais juste t'aider. C'est pas grave. Mais il a dit que j'étais con. Non, il a dit que ce que tu avais dit était con. Oui, bah ça revient au même, hein. Oui, bah en même temps, tu es un peu con.
Mais je t'aime bien quand même. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur. C'est vrai qu'elle est nulle, la musique de la ville la nuit, quand même.